Chronique 3 contre 3 avec Denis Gauthier. 3 sujets, 3 angles différents. Et Denis, déjà, il y a des rumeurs de transactions. On va parler de ça. La première, Nazem Kadri, qui pourrait être disponible du côté des Flames de Calgary. Est-ce que tu sens que ça pourrait être un bon fit pour les Canadiens de Montréal? Comme deuxième centre peut-être, parce que Dieu sait qu'on s'en cherche un depuis un bout. Oui, effectivement, dans l'immédiat, je pense que c'est le genre de joueur qu'on pourrait convoiter, qui pourrait être utile aux Canadiens à cause de son expérience, à cause de ses capacités, son talent offensif. C'est un gars qui a de l'expérience en série, a vraiment contribué de façon positive au Colorado lors d'une conquête de Coupe Stanley. Donc, je te dirais qu'en apparence, c'est le genre de joueur qu'on voudrait avoir pour aider nos jeunes joueurs de talent. Peut-être seconder pour le centre de gars comme Davidoff sur un deuxième trio ou peut-être d'autres joueurs, mais il reste que c'est un gars qui vient avec un contrat qui est, pour moi, le terme est un peu trop long. 35 ans présentement, il reste encore 3 saisons, 3 années de contrat après cette année. Donc, presque 4 saisons à 7 millions par année. J'aurais peur de voir ce que Kadri peut devenir dans 3 ou 4 ans si le contrat deviendrait lourd, même si le plafond salarial augmente. J'ai juste l'impression que ça serait peut-être un peu trop long en tant que terme, mais en réalité, dans l'immédiat, 7 millions pour un deuxième joueur de centre qui est capable de te faire un 65, 60, 70 points dans cette région-là. Peut-être plus si je joue avec Demidov. À court terme, c'est peut-être une belle solution, mais on ne sera pas tout seul dans la course pour avoir Kadri s'il devient disponible, c'est certain. Denis, hier, j'ai parlé avec Huberdeau à Ottawa parce qu'évidemment, c'était le match entre les Sens et les Flames. J'ai demandé, est-ce que c'est fatigant? Justement, après 11 matchs, là, le monde commence déjà à parler. Ça continue comme ça pour les Flames. Est-ce que tel joueur va être disponible et tout et tout? Ouais. Il me dit, écoute, nous, on pense pas vraiment à ça pour le moment. Nous autres, on veut forcer l'organisation à garder l'équipe intacte. Un peu comme lorsque Nick Suzuki a parlé à Kent Hughes à la fin de la dernière saison. Ouais. On garde l'équipe comme ça. C'est un peu ça qu'on dit du côté des Flames de Calgary. Il y a évidemment le dossier Sidney Crosby. Plus les Pingouins gagnent, plus j'ai l'impression que Sidney Crosby va rester à Pittsburgh. Ça va super bien à Pittsburgh présentement. 18 points en 12 matchs. Crosby va bien aussi. Ouais. À quel point tu veux attendre que Sidney Crosby soit disponible? Tu sais, il doit y avoir à un moment donné un deadline que tu dis, bon, si Crosby n'est pas disponible à telle date, ben on passe au prochain appel, là. Ben, tant que le Canadien joue bien et récolte des victoires et des points au classement, il n'y a pas nécessairement d'urgence pour moi de sauter sur le premier joueur disponible. Il y a plusieurs équipes qui sont en recherche d'un deuxième joueur de centre. Il n'y en a pas une tonne sur le marché qui sont disponibles présentement. Et c'est clair que dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on voit, on sait que Crosby est dans l'œil du Canadien. Kent Hughes l'a dans sa mire et lui comprend, même s'il a un âge semblable à celle de Kadri, il pourrait jouer encore 3 ans et, à mon idée, peut-être être encore plus efficace que Kadri dans 3 ans. Donc, c'est un joueur qui est très attrayant. C'est un joueur qui aurait un impact immédiat, non seulement à cause de son talent, mais à cause de ce qu'il apporte au niveau du leadership et de l'aura. Aura un impact non seulement à court terme pendant sa présence ici, mais durable après aussi. Ça serait comme un leg qui pourrait laisser aux jeunes vétérans, aux jeunes joueurs du Canadien pour le futur aussi. Fait que c'est sûr que c'est un win-win pour Kent Hughes s'il décidait d'attendre pour un gars comme Crosby, mais je suis d'accord avec toi. Si les Pingouins continuent de gagner, ça va être difficile de penser qu'il va être disponible d'ici la fin de saison. L'autre question que je me pose, si les Canadiens également continuent de gagner comme ça, tu sais, en bon français, si c'est pas brisé, répare-le pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un scénario où le Canadien fait rien puis on garde cette équipe-là pour cette année? C'est pas impossible. Je suis pas sûr que c'est notre but. Je pense la direction a toujours l'œil ouvert et on écoute tout le monde, tous les joueurs qui deviennent disponibles au cours de l'année, tout ce qui était possible au niveau de personnel pour améliorer notre équipe, on est toujours à l'affût. Ça, c'est une chose. Mais à l'inverse, ce qui est en train de bâtir chez le Canadien présentement, la culture, la chimie, les victoires qui s'additionnent, c'est certain qu'on n'est pas dans le gros, comme je disais, dans l'urgence, d'être obligé de réparer quelque chose puis d'amener un joueur pour nous amener au prochain niveau. On est encore, d'après moi, à 2 joueurs du top 6 sur un deuxième trio d'avoir une fenêtre qui s'ouvre chez le Canadien de Montréal. Un gros joueur de centre ou un joueur de centre qui serait un vétéran amené de l'expérience probablement accélérerait les choses un peu puis améliorerait les chances du Canadien de continuer la séquence qu'ils ont présentement, de se placer en séries éliminatoires et peut-être qui sait surprendre en séries éliminatoires. Mais on a jusqu'à l'été prochain, je pense, pour voir ce qui est disponible. Moi, je pense qu'au plus tard, l'été prochain, au repêchage, là, ou pendant la saison des agents libres, le 1er juillet,
Peut-être là, ça sera la fois où on voudra, bon, ben, OK, là, on a besoin de statuer, de se positionner pour un joueur de centre. Mais en attendant, gardons l'œil ouvert. Moi, je pense qu'il y aura des choses qui vont être disponibles dans le prochain mois ou deux dans la Ligue nationale. Ouais, bien hâte de voir ça quand les équipes vont commencer à chuter au classement. Bon, peut-être qu'on va être plus agressif sur le marché des transactions. Denis, le Canadien qui revient d'un voyage dans l'Ouest presque parfait, 3 victoires, une défaite, puis la défaite dans un match qu'on est revenu de l'arrière contre les Oilers d'Edmonton. Finalement, on a échappé la rencontre. Mais moi, ce que je retiens de ce voyage-là, c'est un nom, c'est Cole Caulfield. Absolument un cheat code en bon français, en prolongation. C'est absolument incroyable ce qu'il fait présentement. Ben, personne ne veut jouer contre le Canadien présentement en prolongation, on s'entend. Quand tu te retrouves des Suzuki, des Hudson, des Caulfield sur une vague, des Midov sur une deuxième avec un gars comme Dobson ou Matheson, écoute, tu sais très bien que tu es dans le danger. Tu essaies de gagner ce match-là dans les 60 premières minutes si tu es une équipe adverse du Canadien de Montréal. Cole Caulfield, absolument sensationnel. A élevé son jeu à un autre niveau encore cette année avec toute la confiance qu'il a bâtie et tout le talent qu'on lui connaît. Mais c'est pas juste ça qu'au Caulfield présentement. Les dernières saisons, la patience de Martin Saint-Louis, de lui enseigner, de lui montrer, lui donner la valeur, de bien jouer défensivement, de façon responsable. Et je dis qu'au Caulfield, c'est aussi avec Suzuki que c'était peut-être un peu plus naturel et inné de jouer de cette façon-là. Et maintenant, l'émergence, c'est le développement de Slavkovski et la constance qu'il développe. Ça fait en sorte que ces joueurs-là, à 5 contre 5, ont la rondelle beaucoup plus souvent, récupèrent la rondelle beaucoup plus rapidement et ont plus de temps à 5 contre 5 d'être capables de générer et avoir plus d'énergie pour le faire en zone offensive. Et Cole Caulfield, avec son talent et sa confiance qu'il a là présentement, est absolument sensationnel. C'est 9 buts jusqu'ici en saison et 9 de ses 13 points sont à égalité numérique, soit à 5 contre 5, soit à 3 contre 3, évidemment, mais n'utilise pas nécessairement son tir en avantage numérique pour profiter puis de faire tous ses points. C'est un gars à 5 contre 5 qui est aussi dangereux. Donc, pour moi, ça, c'est de bon augure pour ce qui s'en vient. Encore jeune, encore en développement, mais c'est absolument une séquence qui est incroyable pour lui. C'est un 3e but gagnant pour lui durant la saison. Denis, il y a 2 questions qui reviennent souvent à Montréal. Un, est-ce qu'il va faire beau demain? Et qui va être devant le filet également? Parle-moi de Jakub Dobeš, ce qu'il est en train de faire. Moyenne de 1,97, taux d'arrêt de 930, 6 victoires. Puis l'an passé, c'est drôle parce que je regardais les statistiques. À ses 6 premiers départs, 5,01, moyenne de 1,93, 933 de taux d'efficacité. Il a fini l'année à 2,74 puis à 909 de taux d'efficacité. Est-ce qu'on a raison de s'emballer avec Dobeš après ses 6 premiers départs ou on attend de voir si son rendement va baisser? Essentiellement, est-ce que ça se peut que Dobeš vole le poste de Montembeault cette saison? C'est une possibilité pour toi, ça? Écoute, moi, ce que j'essaie de ne pas faire présentement, c'est de m'enflammer. J'ai encore une petite partie de moi qui pousse pour Montembeault puis retrouver ses repères rapidement. Puis on espère que ça va arriver en fin de semaine. Parce que lui, il l'a prouvé sur du plus long terme. Je sais que des joueurs arrivent puis ils connaissent des séquences, sont étincelants, puis ils arrivent dans la ligue, puis l'adrénaline et tout le reste qui fait en sorte qu'ils ont des bonnes séquences. Je ne suis pas assez grand connaisseur de gardien de but pour savoir que c'est le gardien d'avenir chez le Canadien. On y va avec ce qu'on voit, on y va avec tous les gens qui connaissent ça, les Marc Denis de ce monde aussi qui sont des experts dans la matière de gardien de but. Puis tu regardes comment ils parlent de Fowler, de Dobeš, de Montembeault, puis tu te fais un peu une tête avec toutes ces informations-là. Ce que je sais, c'est que Dobeš permet aux Canadiens de gagner à tous les matchs qu'il est là. Puis ce que je sais, c'est que le Canadien gagne tous les matchs depuis le début de saison, depuis qu'il est là, quand il est devant le filet. Donc, tu sais, ça, c'est très positif, c'est très bon. J'ai une autre chose que je me suis rendu compte depuis le début de saison, c'est que je connais rien dans la rotation des gardiens de but. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est Sam qui garde les buts, c'est Dobeš qui joue. Et à l'inverse, c'est aussi vrai quand je pense que c'est Jakub qui sera là, mais Montembeault lui donne l'occasion de jouer. Donc, pour moi, je vais laisser les experts gérer ça. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est que le Canadien a une excellente équipe et joue en confiance quand ton deuxième gardien de but est devant le filet jusqu'à présent. Gros match samedi des Canadiens contre les Sénateurs. On connaît cette rivalité-là, même dans les matchs préparatoires avec les batailles et tout et tout. Puis j'étais à Ottawa justement pour le match jeudi et à la radio à Ottawa, on parlait déjà du match de samedi contre les Canadiens de Montréal. C'est certain que c'est une belle rivalité. Tu t'attends à quoi comme match de la part des Canadiens? Puis on sait, premier match après un retour de voyage, normalement, c'est difficile. Est-ce que c'est vrai, Denis, ou c'est une excuse que les joueurs puis que les coachs donnent, ou c'est vrai que c'est difficile un premier match à domicile après un voyage?
C'est pas que c'est difficile, puis pour vrai, t'es jamais conscient de la difficulté d'un premier match après après un long séjour à l'extérieur. Sauf que la réalité, c'est souvent ça. Tu retrouves tes repères, tu retournes dans tes pantoufles, puis tu es un peu plus confortable. Donc, on dirait que l'urgence est moins là. Moi, la meilleure chose qui peut arriver aux Canadiens présentement, dans un match comme de retour à la maison après t'es parti pendant plus d'une semaine, c'est de jouer contre un rival de division intense comme les Sénateurs d'Ottawa. Tu sais qu'il y a une rivalité qui va te rentrer dans le match très rapidement, il y a une préparation qui est différente et il y a une course pour le positionnement dans ta division aussi qui est présente maintenant et qui le sera au cours de l'année. Puis, le Canadien risque de se battre avec les Sénateurs pour se positionner pour être ou rester ou entrer en séries éliminatoires. Donc, pour moi, ça, c'est une des belles nouvelles. Il va falloir s'attendre à un match très énergique, très émotif, peut-être très physique, et tu sais qu'il va y avoir de l'action. Ouais. Les Sénateurs d'Ottawa sont premiers dans la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués à 45. Ils se trouvent au 30e rang pour le nombre de buts accordés avec 48. Fait que tu sais qu'il va y avoir des buts. Il y a des matchs de football, les Sénateurs connaissent ça. Il y en a eu quelques-uns au niveau des buts marqués et au début accordés avec des 7 buts, des 7 buts marqués ou accordés. Fait que tu sais que ça risque d'être excitant. Et ça, c'est ce que j'apprécie du retour et du timing de ce match-là en fin de semaine, après un long séjour, c'est de trouver un rival direct qui va te rentrer dans le match, qui va te rentrer dans la bagarre très rapidement. OK. Ailleurs dans la LNH, Denis, il y a 2 signatures de contrat qui ont retenu l'attention cette semaine. Martin Necas, enfin, du côté de l'Avalanche du Colorado, la pression était quand même forte pour signer le joueur qui était acquis dans la transaction de Mikko Rantanen. Et Logan Cooley également du côté du Mammouth. Pour toi, quelle est peut-être la signature qui aura le plus gros impact sur la formation? Donc, soit l'Avalanche, soit le Mammouth. Ben, écoute, la première des choses que je veux dire, c'est qu'on reconnaît tout le génie de Kent Hughes dans la signature qu'il fait quand tu compares les signatures qui se font à travers la Ligue. D'être capable de signer des jeunes joueurs de talent, comme on le fait ici avec les Canadiens, à des salaires de 7, de 8, dans ces environs-là, pour moi, puis à long terme, ça me fait dire qu'il y a quelque chose de spécial qui se bâtit ici. Maintenant, je regarde au niveau des signatures cette semaine. J'aime bien Necas pour son impact immédiat. Évidemment, il y avait une pression parce qu'on avait perdu Rantanen dans cette transaction. Puis on dit qu'on avait perdu cette transaction-là parce que c'était le meilleur joueur qui était impliqué. Mais Necas est un joueur dynamique, est un joueur rapide, de bonne main, talentueux, un peu plus un passeur qu'un marqueur de but. C'est un gars qui va te marquer autour de 25-30 buts par année, mais est d'une position favorable. Joue présentement à droite de McKinnon et Lekonen. Sur le premier trio de l'Avalanche du Colorado, a des responsabilités, a du temps de jeu, mais un salaire de 11,5 millions. Ce qui n'est pas exagéré dans son cas, c'est 11,5 par année pendant les 8 prochaines années. C'est un contrat très favorable. C'est au-dessus de 60 millions en bonnet de signature au cours de ce contrat-là. Mais c'est 26 ans. Fait qu'il est déjà à maturité, il reste encore plusieurs bonnes saisons. Puis je suis convaincu, dans la fenêtre d'opportunité de l'Avalanche du Colorado, où on a encore des joueurs de talent, où on aspire encore à gagner des Coupes Stanley, je trouve qu'il cadre très bien dans cette organisation-là à long terme. Denis, je te donne 30 secondes pour les 2 prochains sujets. Jeudi, Matthew Barzal qui a été laissé de côté parce qu'il a raté l'autobus de l'équipe tout simplement. Tu penses quoi de ça? C'est quoi peut-être... est-ce que tu as une histoire que quelqu'un qui a manqué l'autobus, peut-être toi, as-tu déjà vu quelqu'un rater l'autobus là, pour une raison loufoque ou peu importe là? Je me souviens pas vraiment. Moi, j'ai déjà raté une pratique parce que je m'étais trompé dans l'horaire d'un camp d'entraînement. Fait que j'étais le groupe B au lieu du groupe A. Puis là, je t'arrive. Fait que, pas eu de conséquences. J'ai pratiqué avec l'autre groupe après, mais évidemment, c'était pas idéal. Mais moi, si je retiens avec Barzal de cette situation-là, c'est culture. Pour moi, tu gardes tout le monde imputable de ses actions, que ce soit le joueur le plus talentueux de l'équipe ou le dernier, et tout le monde t'a part égal. Et ça, tu bâtis de quoi de solide quand tu traites tout le monde de cette façon-là. Donc, bravo à Patrick Roy d'avoir vraiment mis son pied à terre dans cette situation-là et pas de passe-droit. Denis, on a vu Martin Saint-Louis pratiquer avec son bâton Warrior jaune là, qui reprend les couleurs là, du fameux Eastern Synergy. Tu l'as vu souvent, ce bâton-là. Tu as joué contre Martin Saint-Louis. C'était quoi d'affronter Martin Saint-Louis dans son prime avec son fameux Eastern Synergy? Là? Ouais. Écoute, Martin Saint-Louis tout seul, c'était quand même très impressionnant. Avec son Synergy, je vais faire une pub gratuite, mais c'était absolument incroyable. Il a marqué, puis j'ai pris la peine, quand j'ai vu qu'on parlait de ça aujourd'hui, j'ai pris la peine de regarder le but qu'il a marqué en deuxième prolongation en 2004.
qui amenait le Lightning de Tampa Bay contre nous à Calgary. La série à égalité 3-3 avant de finalement gagner dans le match numéro 7 à Tampa. Il l'avait marqué avec son bâton jaune et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, mais Martin Saint-Louis était une bête sur la patinoire. C'est un travaillant hors pair. C'est un coéquipier hors pair aussi. J'ai joué avec dans l'organisation des Flames de Calgary pendant un peu plus d'1 an. Puis vraiment, c'est un homme qui est extrêmement discipliné, qui est concentré, qui est dédié à sa cause. Puis j'ai aucune surprise de voir le talent qu'il a connu, les accolades qu'il a au cours de sa carrière de joueur et maintenant de le voir coacher et de faire ce qui fait que les Canadiens derrière le banc, pour moi, il n'y a rien qui me surprend dans cette situation-là. C'est un homme qui est absolument extraordinaire. Hey Denis, j'ai tout fait pour éviter de parler de la finale de la Coupe Stanley. Je ne voulais pas tourner le fer dans le plaie, mais tu l'as fait toi-même. Je suis désolé, ouais. Tout simplement, Denis. Merci beaucoup, Denis Gauthier, toujours très intéressant. Oui? Ça me fait un grand plaisir, puis pour vrai, ça a été. J'étais un peu mon côté masochiste qui est allé chercher ces images-là moi-même. Fait que c'est correct, je te tiens pas responsable de ça, Alex. Merci beaucoup, Denis. Bonne journée. Bonne journée.